Signe et finissons en, a dit ma femme, m'obligeant à tout signer tandis que son avocat ricanait à ses côtés. Elle m'être prenait pour un vieux prestataire idiot, mais j'avais déjà mis tous mes biens à l'abri et enregistré son piège. Signe-le, dit-elle, se tenant au-dessus de moi comme une procureure avec son réquisitoire final, son ton assez tranchant pour couper de l'acier. Ce n'est pas un divorce, c'est juste pour des raisons pratiques. Tu auras toujours accès, juste pas le contrôle. Les papiers atterrirent sur mon bureau d'un coup sec de son poignet. Fluide, net, exercé. Elle avait répété cela, probablement avec ce même ton suffisant qu'elle utilisait pour corriger les serveurs ou pour me rappeler que ce siècle n'a pas besoin de tes petits rituels, Paul. Son avocat était assis à un demi-mètre de distance, les jambes croisées, tapotant un stylo très cher contre son presse-papier comme s'il facturait déjà à l'heure. Jeune, soigné, certainement pas assez vieux pour se souvenir de l'Internet par ligne commutée. Sa cravate hurlait, « Je veux impressionner ». J'ai levé les yeux du document et j'ai croisé son regard. Sa bouche souriait, mais ses pupilles étaient dures, minuscules, des points brillants. Elle célébrait déjà. « Si tu m'aimes, dit-elle à nouveau, peut-être plus doucement. Signe-le. » J'ai fixé la page. Puis j'ai signé mon nom lentement et clairement. Voilà, ai-je dit. As-tu eu ce que tu voulais? Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise tranquillement et je suis sorti de la pièce. Derrière moi, son avocat a ricané. Eh bien, c'était plus facile que prévu. Suzanne a ri. Je t'avais dit qu'il céderait. Leurs verres s'entrechoquèrent. Un toast, peut-être à sa liberté, à mon humiliation. Ce qu'ils n'ont pas remarqué, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de remarquer, c'était la deuxième feuille de papier que j'ai tirée du tiroir du bas en sortant. Format identique, en-tête identique, sauf que ce n'était pas son document, c'était le mien. Même signature, des termes très différents. Si ce début a retenu votre attention, pensez à vous abonner. Plus de 90% de nos auditeurs ne le font jamais et chaque nouvel abonné pousse notre équipe à continuer de créer des histoires comme celle-ci. J'ai descendu le couloir que j'avais construit de mes propres mains. Chaque lame de plancher poncée et vernie durant cet hiver où Suzanne était partie faire du réseautage dans la région viticole, la même région viticole où elle a rencontré Monsieur Presse-Papier. Elle n'a jamais vraiment connu la maison. Elle y vivait comme une cliente d'hôtel, réarrangeant les meubles, se plaignant des ombres. Au moment où j'ai atteint le garage, le document signé était dans une enveloppe scellée, glissé dans un sac de messager que j'avais préparé 3 jours auparavant. Quelques clics sur le tableau de bord de la voiture. Le GPS a été redirigé vers un endroit dont je ne lui avais jamais parlé. Je ne fuyais pas, je livrais. Voyez-vous, pendant qu'elle était occupée à jouer à la reine du château, j'avais restauré un royaume différent. Pas une fantaisie, pas un spectacle de vengeance, juste de la précision. Le genre de planification que l'on apprend que lorsqu'on a été le gars qui nettoie les dégâts. Parce que Suzanne n'a jamais su qui elle avait épousé. Elle pensait avoir épousé un charpentier qui avait eu de la chance en vendant quelques propriétés commerciales dans la cinquantaine. Ce qu'elle n'a jamais demandé, ce qu'elle ne s'est jamais souciée de demander, c'était ce que je faisais avant ça. Elle a entendu entrepreneur et a supposé un travail manuel. Elle n'a jamais lu entre les lignes de mes déclarations de revenus. Elle n'a jamais demandé pourquoi j'avais des appels réguliers avec quelqu'un nommé Hélène qui n'était pas dans ma liste de contacts. Elle n'a jamais remis en question pourquoi je gardais un classeur verrouillé étiqueté Denver Holdings, alors que nous n'avions jamais vécu au Colorado, et elle n'a jamais lu le pied de page du formulaire de procuration. Parce que si elle l'avait fait, si elle avait pris 2 secondes pour tourner la page, elle aurait peut-être vu la clause que j'ai écrite il y a 7 ans, celle conçue pour ce moment précis. Au moment où ils ont ouvert leur vin, j'étais déjà à 3 comtés de là. Je me suis arrêté à une petite aire de repos surplombant un lac gelé. J'ai allumé une cigarette que je n'avais pas touchée depuis 6 mois et j'ai ri. Pas parce que j'avais gagné, mais parce qu'il pensait encore que le jeu venait de commencer. Le téléphone de Suzanne vibra si violemment sur la table de chevet qu'il renversa son diffuseur d'huile de lavande, son dernier remède contre l'anxiété. Elle grogna, le visage toujours enfoui dans la taie d'oreiller en soie qu'elle avait spécialement commandée de France, et balaya l'écran à l'aveuglette. Cet appel manquait. Un texto de son avocat. Appelle-moi urgent. Elle cligna des yeux, agacée. Dylan était dramatique par nature. Il l'avait une fois appelé à 3 heures du matin parce qu'un contrat client urgent avait une faute de frappe dans le pied de page. Elle appuya quand même sur le bouton d'appel, juste pour le faire taire. Il répondit dès la première sonnerie. Suzanne,
chuchota Théil à bout de souffle. J'ai fait une vérification d'antécédents. Je devais le faire. Elle leva les yeux au ciel, se redressant alors que la couette glissait d'une épaule sur Paul. C'est juste un vieil entrepreneur plein de ressentiment avec une pension. Quoi? Il a construit un abri de jardin sous un pseudonyme. Il y eut un silence au bout du fil, et pas le genre de silence coupable, le genre terrifié. Non, ce n'est pas ça, Suzanne, tu dois regarder ses dossiers, pas seulement ses anciens boulots. Ce qu'il a fait avec tes comptes. C'est que Roquier, de quoi tu parles? Je te l'ai envoyé par email. Vérifie ta boîte de réception. Juste regarde. Et Suzanne hésita. Tu dois te demander qui tu as épousé. Elle ouvrit son email. Il était là. Dossier d'antécédent Paul. À l'intérieur. Un seul PDF. La première page était un résumé de travail. Il n'était pas charpentier, même pas de loin. Consultant en redressement d'entreprise enregistré auprès de 3 firmes nationales, spécialiste en protection d'actifs, restructuration de trusts et planification de dissolution forensique lors d'événements financiers hostiles. Traduction, il était le type que les entreprises appelaient quand elles étaient sur le point d'être démantelées et devaient s'assurer que les pièces importantes ne se vidaient pas avec les vautours. Elle cligna des yeux, continua de faire défiler. 10 pages de registre d'entreprise, 8 sociétés écrans, 3 comités consultatifs, une habilitation de sécurité classifiée. Son propre nom apparaissait à la page 8, juste à côté d'une liste d'autorisations de compte qu'il avait déjà révoquée. Sa bouche devint sèche. Attends. C'est faux, dit-elle. Il a réparé des salles de bain pendant 3 ans. J'ai vu les factures. Dylan soupira. Oui, tu as vu ce qu'il voulait que tu vois. Pensais-tu vraiment que cet homme ne savait pas ce qu'il faisait avec ses formulaires? Son cœur manqua un battement. Il n'a jamais utilisé son jargon. Il ne parlait pas comme ça parce que les gens comme lui n'en ont pas besoin. C'est ce qui les rend effrayants. Tu as affaire à quelqu'un qui non seulement cache l'argent, mais qui en cache aussi les raisons. Elle se leva, la robe de chambre glissant de son épaule. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, mais son dernier contrat s'est terminé il y a 5 ans. L'année même où il t'a rencontré, n'est-ce pas? Ses jambes flanchèrent. Elle s'assit sur le bord du lit, engourdie. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'il a planifié ça depuis le début? Je ne dis pas qu'il s'est préparé pour ça depuis le début. Grosse différence. Suzanne ouvrit son application bancaire. Ses yeux se posèrent sur le compte d'épargne joint. Toujours visible, toujours normal. Elle laissa échapper un souffle tremblant jusqu'à ce qu'elle tape pour voir les changements récents. Accès révoqué. Copropriétaire Paul T. Il y a 32 jours. Notification différée par le fiduciaire. Son pouce tremblait. Elle fit défiler. Une note en bas. Clause de discrétion. Alerte au second parti suspendu pour 30 jours. La voix de Dylan revint. Plus basse maintenant. Il savait. Suzanne attendit. Et il n'a pas seulement réagi, il a architecturé ça. Elle se leva lentement et traversa la pièce jusqu'au miroir. Elle ressemblait à une femme en contrôle, cheveux brillants, robe de chambre en soie, ongles manucurés, mais son reflet ressemblait à une étrangère, à quelqu'un qui s'était fait déjouer. Pourquoi n'a-t-il rien dit, chuchota T.L. Parce qu'il n'en avait pas besoin, dit Dylan. Tu as déjà tout dit pour lui au moment où tu m'as fait entrer dans la pièce. Suzanne ne répondit pas. Elle continuait de fixer ses propres yeux, essayant de se souvenir quand elle avait cessé de reconnaître l'homme dans la maison d'en face et quand elle avait cessé de réaliser que peut-être il n'avait jamais eu besoin d'élever la voix, parce que les silencieux, ce sont eux qui signent des papiers d'une main et réorganisent toute votre vie de l'autre. La maison de Lexington avait toujours été le trophée de Suzanne. La façon dont elle faisait visiter aux invités avec les bras tendus, des poses dramatiques, des mentions désinvoltes que les poutres avaient été importées d'Italie, on aurait cru qu'elle avait dessiné les plans elle-même. Peu importait que ce soit Paul qui ait restauré chaque lame de plancher, construit sur mesure les armoires et conduit 8 heures pour aller chercher la plaque de granit exacte qu'elle prétendait être juste apparue dans la rénovation. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit de demander, c'était au nom de qui l'acte de propriété était réellement. Pendant qu'elle était assise près de la baie vitrée à la recherche de cette inspiration de ferme moderne et mélancolique, Paul conduisait vers le nord,
non pas vers un avocat, non pas vers un garde-meuble, mais vers un petit bureau gris niché derrière un magasin d'appât, marqué seulement par une boîte aux lettres tordues sans nom. À l'intérieur se trouvait Hélène. Fin de la cinquantaine, lunettes pointues, esprit encore plus vif. Elle ne lui demanda pas comment il allait. Elle ne le faisait jamais. « Tu es en retard », dit-elle en jetant un coup d'œil au dossier du trust déjà ouvert sur son bureau. La circulation. Paul dit avec un sourire fatigué. Elle fit glisser un formulaire vers lui. C'est la dernière étape. Une fois que nous aurons déposé cet amendement, le titre est complètement scellé jusqu'à la fin de la période de blocage, ce qui signifie qu'elle ne peut pas y toucher. Il termina. Pas maintenant, pas dans 5 ans. Elle hocha la tête. C'est déjà rétroactif. La date originale du titre le place en dehors de l'acquisition maritale. Paul signa. Sans hésitation. Elle attacha le document dans un dossier, le plaça dans une enveloppe préaffranchie et tapota ses ongles. Fait. De retour à la maison, Suzanne était en attente avec le bureau du greffier du comté, son doigt tapotant un verre de vin comme une machine télégraphique. Les murs autour d'elle étaient soudain trop silencieux, trop grands, trop peu à elle. Quand le greffier répondit enfin, Suzanne se précipita. J'appelle pour confirmer un titre immobilier. Mon mari a peut-être déposé quelque chose de non autorisé. Le greffier, quelle est l'adresse de la propriété? Elle la lui donna. Clic, frappe au clavier. Je suis désolé, madame. Il n'y a aucun transfert de titre actuel à votre nom. Non, dit-elle en se pinçant l'arête du nez. Je veux dire un transfert récent de mon nom, comme s'il essayait de l'annuler. Il n'y a aucune trace que vous ayez jamais détenu le titre. La propriété est au nom d'un trust fermé. Elle l'est depuis un moment. Plus de clics. 6 ans. Suzanne se figea. Quoi? Que voulez-vous dire 6 ans? J'habite ici. J'ai rénové ici. Oui, madame, mais vous n'avez jamais été la propriétaire. Pas selon nos dossiers. Clic et tonalité. Suzanne se tenait au centre du salon à air ouverte qu'elle pensait diriger. Entourée d'artefacts soigneusement sélectionnés d'une vie qu'elle supposait être sûre. Des bougies disposées en nombre impair, des bols décoratifs sans rien dedans. Des tapis à $2000 sur lesquels personne n'avait le droit de marcher. Rien de tout cela n'avait d'importance. Rien de tout cela n'était à elle. L'illusion vola en éclats. Elle jeta son téléphone contre le mur, il rebondit avec un bruit sourd, elle entra en trombe dans le bureau, ouvrit brusquement le classeur vide. Pas d'acte de propriété, pas de paperasse, juste un reçu jauni de Home Depot et un gant à moitié mangé. Les photos de mariage encadrées la fixaient depuis la bibliothèque. Les yeux de Paul semblaient soudain savoir quelque chose. Savoir tout. Elle hurla, pas le genre dramatique, mais le genre guttural, étranglé, comme si ses poumons essayaient de cracher la vérité. Trop tard. Dans le bureau gris, à 2 heures au nord, Hélène regarda la main de Paul. Il tenait son alliance entre 2 doigts. Tu la gardes? Paul sourit faiblement. Plus maintenant, il la laissa tomber dans le destructeur de documents à côté du bureau. Elle atterrit avec un cliquetis doux, à peine audible. Hélène leva les yeux. Tu es sûr de ça? J'étais sur le jour où elle est entrée dans ce bureau avec un avocat et un sourire suffisant, dit-il. C'est juste la paperasse qui rattrape le retard. Et juste comme ça, ce que Suzanne pensait être un empire partagé n'était rien de plus qu'une illusion bien décorée, une vitrine à trophée au nom de quelqu'un d'autre. Suzanne claqua la portière de la Tesla avec assez de force pour faire sursauter le voiturier. Elle n'attendit pas le ticket, elle se précipita simplement dans le bureau de Dylan avec des lunettes de soleil, des bottes de créateur et une fureur qui remplit l'ascenseur avant même qu'elle n'y entre. Elle ne prit même pas la peine de faire des formalités. Dis-moi que tu peux arranger ça. Dylan leva les yeux de son bureau, le visage pâle, la cravate de travers. Ce n'était pas sa confiance suffisante habituelle. C'était le visage d'un homme mi-échec et mat sur son propre échiquier. Tu as vu le dos, n'est-ce pas? Suzanne s'arrêta net. Quel dos? Le dos du formulaire de procuration, celui qu'il a signé. Elle plissa les yeux. Il n'y avait pas de dos. J'étais debout au-dessus de lui. Dylan se pencha en avant, les mains tremblant légèrement. Si, il y en avait un, Suzanne, je l'ai juste ici. Il ouvrit un dossier et fit glisser un document d'apparence familière sur la table.
Sa signature, celle de Paul, tout était officiel. Puis il le retourna. C'était là, surligné d'une encre bleue nette comme une dague attendant en pleine vue. Autorité révoquée pour rupture de la confiance conjugale, incluant mais non limitée à la présence d'une influence juridique tierce non divulguée lors de la signature. Suzanne cligna des yeux devant les mots comme s'ils étaient écrits en feu. Dylan chuchota, il t'a piégé. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire qu'au moment où tu m'as fait entrer dans ce bureau, la clause s'est activée. Légalement, ta demande est devenue coercitive. J'étais un témoin, ton avocat, appliquant une pression pour obtenir une autorité. Et maintenant, ce document s'annule lui-même. Elle resta là, stupéfaite, mais il l'a signé. Il a signé sa version avec cette clause déjà intégrée. Dylan sortit une deuxième feuille, une photo horodatée de Paul tenant la page signée, l'angle de la caméra montrant clairement Suzanne et Dylan planant à proximité. Puis il produisit une petite clé USB. Il a aussi enregistré la conversation. Son estomac se noua. Je n'ai pas autorisé d'enregistrement. Il n'avait pas besoin de ton autorisation, lança Dylan. Consentement d'une seule partie. C'est ta maison, pas une salle d'audience. La bouche de Suzanne s'ouvrit. Elle se referma. On peut discuter de l'intention. C'était manipulateur. Il savait que je serais émotive, que j'insisterais. Dylan leva une main. Tu n'es plus en contrôle. Elle sentit quelque chose de creux se briser dans sa poitrine. Il voulait que tu l'exiges, continua Dylan. Il voulait que je sois là. Il voulait que ça ait l'air d'une pression parce qu'il savait exactement ce que cette clause ferait. Et Suzanne le regarda enfin dans les yeux. Tu l'as conduit tout droit dans une forteresse légale et tu as verrouillé les portes derrière lui. Suzanne s'affaissa dans la chaise, fixant le document comme s'il l'avait trahi. C'était censé être sa victoire, son moment, son levier. Maintenant, c'était un piège. Et Paul n'était pas seulement tombé dedans. Il l'avait construit autour d'elle, silencieusement, stratégiquement, comme un homme qu'il avait vu bluffer une fois de trop et qui avait finalement payé pour voir avec un sourire. Peut-on supprimer l'enregistrement, demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Dylan avait l'air épuisé. Il l'a déjà déposé par l'intermédiaire d'un fiduciaire externe. Ce n'est même plus à son nom. Mais ce n'était qu'une procuration. Non, c'est un levier, le coupa Dylan. Et il l'a. Elle se releva, faisant les 100 pas. Non, il doit y avoir quelque chose. Il y en avait, dit Dylan. C'était le moment avant que tu n'entres dans ce bureau avec moi. Tu aurais pu lui parler comme un être humain, mais tu ne l'as pas fait. Tu as essayé de coincer quelqu'un qui construit des bureaux de direction pour des effondrements d'1 milliard de dollars. La main de Suzanne agrippa le bord de la table. Ses ongles s'enfoncèrent dans le bois. Ce n'est pas juste. Dylan rit amèrement. Tu as raison. Tu as apporté un échiquier. Il a construit la pièce dans laquelle se trouve l'échiquier. Elle fixa l'encre bleue. 6 mots propres. Influence juridique tierce non divulguée. La ligne n'était pas seulement légale, elle était chirurgicale. Parce que Paul n'avait pas besoin d'un combat, il avait juste besoin qu'elle tende la main vers l'épée pour que la lame se retourne dans sa main. Elle pensait qu'elle forçait un vieil homme à se rendre. Elle n'a jamais réalisé qu'elle jouait un scénario qu'il avait rédigé le jour de leur rencontre. Suzanne se gara en travers, occupant 2 places, mit la voiture en position de stationnement et ne prit même pas la peine de la verrouiller, et elle entra en trombe par les portes vitrées de la banque avec cette vitesse qui fait que tous les caissiers lèvent les yeux, mais font semblant de ne pas le faire. L'un des caissiers sursauta quand elle frappa sa main sur le comptoir de la réception. Je dois parler à un directeur maintenant. L'homme qui s'approcha, rasé de près, la quarantaine, avec une cravate à rayures et un badge nominatif indiquant elle, avait la posture lasse de quelqu'un qui avait déjà eu affaire à des divorcés essayant de geler des comptes. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Mon nom est Suzanne Tilson. J'ai besoin d'un accès complet au compte d'épargne joint au nom de Paul et Suzanne Tilson. Il y a eu une activité non autorisée et j'ai besoin. Neil était déjà en train de consulter le dossier, mais il s'arrêta à mi-chemin. Je suis désolé. Il y a eu un changement de contrôle sur ce compte. Votre nom est actuellement listé avec un statut de partie active. Suzanne cligna des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Neil tourna l'écran vers elle. Cela signifie que les droits de cosignature ont été légalement révoqués.
La documentation est dans nos dossiers. Elle se pencha par-dessus le comptoir. Montrez-moi. Il hésita. Puis il tapa quelques touches, cliqua 2 fois et fit glisser un document imprimé sur le comptoir. Elle le parcourut. La signature de Paul, datée de plus d'1 mois, elle sentit sa gorge se serrer. Ceci, ce n'est pas possible. Nous vivons à Bestbury. Pourquoi est-il écrit que cela a été notarié dans le Delaware? Neil hocha la tête. Oui, madame. Il a établi une résidence temporaire, ouvert une boîte postale, loué une unité certifiée à court terme, y a vécu assez longtemps pour satisfaire aux exigences, puis a déposé la révocation dans cette juridiction, ce qui est valide ici en vertu du code de commerce uniforme. Attendez, il a déménagé dans le Delaware pour signer ça? Techniquement, oui, brièvement, mais c'était suffisant. Suzanne retourna le document. Le sceau du notaire était réel. Légal, impeccablement fait, comme tout ce que Paul touchait quand il était concentré. Ses doigts tremblaient. N'avez-vous pas pensé à me prévenir? La révocation incluait une clause de notification différée qui, en vertu des codes d'amendement du fiduciaire, retarde l'alerte au PDG signataire de 30 jours calendaires après l'activation. Elle le fixa d'un air vide. En français, lança-t-elle. Neil soupira. Cela signifie que nous n'avions pas à vous le dire avant aujourd'hui. Et aujourd'hui était le jour exact où elle est arrivée en trombe. Pile à l'heure. Elle regarda autour d'elle comme si l'air l'avait trahi. Alors, vous me dites qu'il a attendu que la clause arrive à maturité et qu'il s'est ensuite contenté d'attendre? Neil hocha de nouveau la tête. Correct. Elle se mit à rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était insensé. Son propre mari avait déménagé dans un autre état, non pas pour s'enfuir, mais pour réarchitecturer l'accès à leur propre argent dans un endroit où elle n'avait même jamais pensé à regarder. Puis-je faire un retrait? Demanda-t-elle une dernière fois. Neil eut un sourire crispé. Vous pouvez déposer une requête formelle auprès de la nouvelle partie contrôlante. Suzanne plissa les yeux. Et qui est-ce? Il tourna légèrement le moniteur et pointa du doigt. Tilson Trust ID 7F. Trust protégé. Agent autorisé. Paul Tilson. Agent successeur rédigé. Privilège de cosignature révoqué. Statut de notification livré. Suzanne se figea. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? Demanda Neil. Pas cruellement. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Son cœur battait assez fort pour couvrir ses pensées. Il n'y avait pas une seule agence bancaire, pas une seule clause sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Tout ce qu'elle pensait pouvoir toucher, chaque actif qu'elle avait prévu de vider, de retarder ou de contourner, avait été recablé, blindé, scellé comme un tombeau, non pas parce que Paul s'était défendu, mais parce qu'il n'avait jamais laissé la porte ouverte en premier lieu. Elle recula lentement du comptoir, les yeux vitreux. À la sortie, elle s'arrêta, se retourna. Si vous pensez que c'est fini, dit-elle à voix haute, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Neil haussa un sourcil. Non, madame, dit-il calmement. Je ne pense pas l'avoir jamais sous-estimé. Et c'était la partie qui faisait le plus mal. Elle pensait avoir épousé un homme qui ne jouait pas le jeu. Il s'est avéré qu'il avait écrit les règles du jeu dans un état qu'elle ne savait même pas qu'il avait visité. Suzanne était à mi-chemin d'un cappuccino au lait d'avoine lorsque la notification par email retentit. Sujet, calendrier de réaménagement de G, PDG d'Ictobé Executive Solutions, elle cliqua sans hésitation. Ito était son client vedette. Un réaménagement complet d'un étage dans leur bureau phare du centre-ville. Hall en marbre, table de conférence en verre, tout durable. Le genre de projet qui vous fait figurer sur les couvertures, peut-être même une invitation à un TEDx. Suzanne, après examen interne, nous avons décidé de reporter le projet de réaménagement indéfiniment. Elle se figea. Relut la phrase 2 fois. Il n'y avait pas de salutation, pas d'excuse, pas d'explication, juste une courte ligne en dessous. Veuillez consulter le fichier ci-joint. Elle cliqua. C'était une capture d'écran d'un bulletin juridique qui circulait en privé parmi les départements de conformité des entreprises. Son nom était encerclé en rouge. Litige éthique en cours dans des procédures de biens matrimoniaux impliquant un litige actif de trust. Sujet Suzanne Tilson. Affiliation. Consultante en design indépendante. Niveau de risque en cours d'évaluation. Sa bouche devint sèche,
elle fit défiler vers le bas. Un autre email arriva. Même fil de discussion, expéditeur différent. Sujet, en privé. denanem@protonmail.com. Je vous suggère de résoudre votre situation discrètement. Notre firme valorise la discrétion. Un ami. Son estomac se noie. Paul n'avait pas divulgué cela, elle en était sûre. Ce n'était pas son style. Il ne jouait pas salement, il jouait proprement. Il laissait les conséquences se dérouler comme des dominos. Quelqu'un d'autre avait poussé, mais quelqu'un quelque part dans son vaste réseau avait tiré un fil. Peut-être était-ce Hélène. Peut-être était-ce cette fille à lui avec la licence immobilière et la rancune enfouie. Elle googla les litiges Trust Tilson. Deuxième résultat, un fichier PDF indexé dans une archive de conformité publique. Son nom, celui de Paul, le Trust. Des divergences de propriété, des notes consultatives, tout cela techniquement légal, tout cela publiquement embarrassant. Son téléphone vibra. Un autre email, celui-ci de Trendform Solutions, une start-up pour laquelle elle avait réalisé 3 concepts de pièces. Notre politique de conseil d'administration. Nous suspendons tous les projets en attente d'une autorisation éthique, sans explication, sans appel. Elle se pencha en arrière dans sa chaise ergonomique, une chaise qu'elle avait conçue elle-même, soit dit en passant, et essaya de respirer. Pour la première fois, le bureau à domicile ressemblait à une cage de verre. Son empire de bois clair et de finition noir mat était soudainement étouffant. Un faux eucalyptus dans le coin, de parfaites petites figurines en argile de Bali, des tableaux d'inspiration sur le mur et rien de tout cela n'avait d'importance parce qu'en l'espace de 10 minutes, son nom était passé de Suzanne Tilson, stratège esthétique à Suzanne Tilson, un risque, elle ouvrit Slack. Ces 3 freelances étaient devenus silencieux. L'un d'eux avait quitté l'espace de travail partagé. Elle ouvrit Instagram. Ces 2 derniers messages avaient de nouveaux commentaires. C'est la dame du drame du trust. Lol. Le karma? N'êtes-vous pas poursuivi ou quelque chose comme ça? Elle se déconnecta, mais la pièce était toujours la même. Calme, immobile, ne trahissant rien. Elle prit le téléphone et appela Dylan. Règle ça, siffla T.L. J'essaie, répondit-il, la voix rauque. Mais tu ne comprends pas. Ces firmes ne se soucient pas de la culpabilité, elles se soucient de l'image. Ça ruine ma carrière, dit-elle. Non, Suzanne, dit Dylan. Il ne la ruine pas. Tu lui as donné l'allumette. Il a juste laissé la pièce se remplir de gaz. La ligne se coupa. Elle jeta le téléphone à travers la pièce. Il heurta le mur et tomba bruyamment sur le sol. De sa fenêtre, elle pouvait voir la ligne d'horizon dont elle pensait autrefois posséder un morceau. Maintenant, elle n'était pas sûre de pouvoir même entrer dans le hall sans que quelqu'un ne scanne son nom et ne lui demande poliment d'attendre dehors. L'effondrement avait déjà commencé, non pas bruyamment, non pas avec des gros titres, mais avec des chuchotements derrière les portes des salles de conférence. Et dans son monde, c'est ainsi que les empires mouraient vraiment. L'écran de connexion clignotait devant elle comme une provocation. Accès refusé. Suzanne tapa à nouveau son mot de passe, cette fois plus fort. Refusé. Elle cliqua sur mot de passe oublié, entra son code de sécurité, vérifia son email pour ne recevoir qu'un message qui lui glaça le sang. Ce compte utilisateur n'est plus reconnu par le système. C'était le logiciel fiscal qu'ils avaient utilisé pendant 6 ans. Le système sur lequel Paul insistait, sécurisé, crypté, doublement sauvegardé et avec une redondance cloud miroir. Excessif, avait-elle l'habitude de plaisanter. Nous ne dirigeons pas le Pentagone. Maintenant, elle ne pouvait même plus trouver la porte d'entrée. Elle réduisit l'onglet et ouvrit leur lecteur partagé. Le dossier intitulé Finances partagées. Disparu, pas vide, disparu. Elle cliqua sur chaque lecteur. Sous-dossier. Sauvegarde. Rien. Disparu comme s'il n'avait jamais existé. Elle appela Dylan en panique. Il supprime tout. Il répondit dès la 2e sonnerie, mais sa voix était étrangement calme. Fatigué? Il ne le supprime pas. Quoi? Il le déplace, il te coupe du miroir. Légalement, ce n'est pas possible. C'est plus que possible, dit Dylan, maintenant complètement réveillé. Il archive chaque dossier partagé dans un conteneur de trust scellé.
Tes autorisations d'utilisateur étaient liées à tes droits de cosignature. Une fois ceci révoqué, ton accès a automatiquement expiré. Tu es en train de dire quoi? Qui l'a programmé ça? Dylan expira lentement. Suzanne, ton mari ne construit pas seulement des systèmes. D'abord, il construit les sorties. Tu étais en sursis numérique à partir de la seconde où il a signé ce trust. Ses mains tremblaient. Et maintenant, que se passe-t-il? Ce qui se passe maintenant, dit Dylan, c'est que tu es en train d'être effacé. Pas contesté, pas combattu, juste effacé. Elle fixa l'écran vide, tandis que les dossiers qu'elle pensait être les siens, contrat de mariage, facture de design, déclaration de revenus conjointe, n'étaient plus accessibles, comme si Paul avait pris un scalpel virtuel géant et l'avait découpé pixel par pixel. Puis, son téléphone vibra. Un nouvel email de Paul. Sujet, rompu. Pas de corps de texte, juste une pièce jointe, un fichier audio. Elle tapa sur play. Sa propre voix crépita à travers le haut-parleur. Signe-le, hurlait-elle, la fureur dans son ton indubitable. En arrière-plan, le rire doux de Dylan. Puis, le silence. Juste du statique. C'était le moment où elle pensait avoir le contrôle. Figé, horodaté, documenté, maintenant transformé en arme. Elle laissa tomber le téléphone comme s'il la brûlait. Il dérapa sur le sol et s'arrêta sous la table basse à côté d'un plateau décoratif qu'elle avait un jour insisté pour acheter dans une boutique à Prague. Il avait soudain l'air ridicule. Tout avait l'air ridicule. La bibliothèque organisée, les chaises du milieu du siècle où personne ne s'asseyait, la suspension à $000 qu'elle justifiait comme de l'art fonctionnel. Son empire était devenu une belle salle d'exposition, creuse et intouchable. Elle retourna au téléphone, recomposa le numéro de Dylan, messagerie vocale. Elle se leva, fit les 100 pas, donna un coup de poing dans le vide, hurla contre personne, puis se rassit. Une autre vibration, une notification système. Vous avez été retiré du Dropbox partagé. Tilson BMASOB archive. Elle couvrit sa bouche avec sa main. Un sanglot étranglé. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, même pas à la mort de son père. Maintenant, les larmes n'étaient ni polies ni jolies. Elles jaillissaient comme si le barrage s'était rompu, parce que ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas un homme qui se défoulait, c'était une suppression méthodique. Paul n'essayait pas de la ruiner, cela aurait été émotionnel, désordonné. Il faisait quelque chose de bien pire. Il la défaisait de sa vie, silencieusement, précisément, et à en juger par les apparences, il venait juste de commencer. La réceptionniste du cabinet du docteur Linol ne reconnut pas Suzanne au premier abord, probablement à cause des lunettes de soleil surdimensionnées, de l'écharpe, de la façon dont elle mâchait du chewing-gum comme une femme essayant de prétendre qu'elle n'était pas en train de s'effondrer. « Avez-vous un rendez-vous » demanda la fille, trop jeune pour se souvenir du visage de Suzanne des séances de couple soigneusement organisées des années auparavant. « Non » répondit Suzanne sèchement. « Dites-lui que c'est moi. Elle saura. » 10 minutes plus tard, elle fut introduite dans la même pièce où elle et Paul s'étaient autrefois assis aux extrémités opposées d'un canapé en cuir, les bras croisés, les cœurs blindés. Les murs étaient toujours de ce gris apaisant. Le même diffuseur sifflait de la lavande dans la pièce, mais plus rien n'avait une odeur de sécurité. Le docteur Linholm avait l'air plus âgé. Son carré, autrefois net, était plus long maintenant, strié d'argent. Mais ses yeux de thérapeute frustram neutre, étaient les mêmes. Elle ne demanda pas « Comment allez-vous » Elle n'en avait pas besoin. Suzanne s'assit, jeta ses lunettes de soleil sur la table basse comme une menace. « J'ai besoin de savoir ce qu'il vous a dit. » Le docteur joignit simplement ses mains et attendit. « Vous vous souvenez de Paul, n'est-ce pas » ? « Oui, dit-elle doucement. »« Et je me souviens de vous, Suzanne, je suis en train d'être effacée. » Lança Suzanne. Numériquement, légalement et financièrement. Il a activé le protocole fantôme et a emporté mon nom avec lui. Le docteur Linholm hocha simplement la tête. Suzanne se pencha en avant. Il vous a dit qu'il allait faire ça, qu'il le planifiait toutes ces années. La thérapeute prit une profonde inspiration. Pas dramatique, mais mesurée. Il n'a pas dit. Il ne l'a pas planifié, mais il s'y est préparé. Suzanne cligna des yeux. Et alors ? Il est venu ici doux et stoïque, parlant de limites et de pardon, tout en complotant ma destruction.
Non, dit à nouveau le docteur. Il espérait ne pas avoir à l'utiliser. Elle se pencha légèrement, mais Paul, il se prépare toujours. Vous le saviez quand vous l'avez épousé. Suzanne regarda la bibliothèque derrière elle. Elle détestait ce ton calme et académique. Elle détestait être de ce côté de la vitre. Le docteur Lindholm continua. Vous pensiez que son silence signifiait la faiblesse. Mais il ne crie pas quand les choses se cassent. Il les catalogue tranquillement. Ainsi, quand l'effondrement arrive, il est déjà debout ailleurs. Suzanne pressa ses doigts contre ses tempes. Et maintenant? Quoi? Il gagne juste, il s'en va vers le coucher du soleil comme un samouraï des feuilles de calcul. Le docteur ne sourit pas, mais il y avait quelque chose de savant dans son expression. Je ne suis pas ici pour prendre parti, dit-elle. Mais Paul m'a demandé lors de votre dernière session ce qu'il faudrait pour que quelqu'un récupère son nom sans verser de sang. Je n'avais pas de réponse alors, je pense qu'il en a trouvé une. Suzanne sentit sa gorge se sécher. Alors je suis seul dans cette affaire maintenant. Le docteur Lindholm hésita, puis sortit une carte de visite usée de son tiroir. Elle la fit glisser sur la table. Suzanne la prit. Ce n'était pas légal. Ce n'était pas corporatif, juste un nom, un numéro. Elle se figea. C'est le numéro de ma sœur. Oui. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 6 ans. Je sais. Elle m'a bloqué. Je sais, répéta le docteur. Mais c'est la seule personne qui m'a demandé après le mariage si vous saviez ce que vous faisiez. Et c'est la seule que Paul a admis respecter, même quand elle le détestait. Suzanne fixa la carte comme si c'était une bombe à retardement. Elle est venue à une séance silencieuse, a écouté, est partie, n'est jamais revenue. Mais elle a dit quelque chose à Paul qu'il n'a jamais oublié. Le docteur Lindholm la regarda dans les yeux. Ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle a raison. Tu ferais mieux de construire une sortie avant qu'elle ne trouve comment brûler la maison jusqu'aux fondations. Suzanne se leva en tremblant. Vous me dites que ma sœur, qui m'a ignoré à mon propre mariage, était de son côté? Non, dit doucement la thérapeute. Je pense qu'elle était du vôtre. Vous avez juste cessé de le mériter. Suzanne ne dit rien. Elle sortit du bureau avec la carte serrée dans sa main comme une menace qu'elle ne savait pas comment utiliser. Dehors, l'air était vif. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'avait plus personne dans son camp. Pas d'alliés, pas de clients, pas d'argent, pas de levier. Même son passé revenait en cercle et il ne venait pas pour la sauver. Il venait pour encaisser. Suzanne sortait à peine de la douche quand la sonnette retentit. Elle regarda l'horloge. 7h18, aucune personne civilisée n'appelait à cette heure-là à moins que quelqu'un ne soit mort ou sur le point de l'être. Enveloppée dans une serviette, elle entr'ouvrit la porte d'entrée. Un coursier en coupe-vent lui tendit une fine enveloppe noire avec une languette de signature. Pas de sourire, pas de mots, elle signa. Il partit. Pas d'adresse de retour, pas de marque. À l'intérieur, un seul papier à en-tête estampillé d'une feuille d'argent. ISS et elle n'en avait jamais entendu parler. Elle déplia le contenu avec des doigts humides. Sujet, exécution immédiate de la rétention d'actifs. Référence Trust 4719B. La structure de protection de la famille Tilson. Son pouls commença à s'accélérer. Elle continua à lire. Protocole initié par l'agent exécutif et conformément à l'activation de la clause au sein du Trust 471B. Cette lettre sert de notification formelle de ce qui suit. Avec effet immédiat. Vous, Suzanne et Lynn Tilson, n'êtes plus autorisés à accéder. Revendiquer, modifier ou contester l'une des propriétés listées dans le portefeuille d'actifs de la famille Tilson. Elle parcourut le paragraphe suivant. Il était brutal dans sa clarté. Toutes les propriétés en copropriété gelées, tous les comptes d'investissement partagés transférés, toutes les redevances provenant du travail de design de marque conjoint effectué sous le nom de Tilson réaffectées. Elle tourna la page. Page 2. Revenus de consultation, déclaration de revenus différés, rente à long terme, meubles achetés par le trust. Même la location de vacances à Bermonton, qu'elle prétendait être son refuge créatif, disparut. La 3e page était tout aussi froide, une liste de tous les contrats professionnels pour lesquels elle avait utilisé le nom de Paul pour y accéder. Résilier. Ces répertoires de clients effacés des archives numériques du trust. Le dernier point, clause éthique 4.3.7.
Toute utilisation du nom sous l'égide de la marque Tilson a été rétroactivement rompue. Vous devez cesser de vous représenter sous cette désignation dans toute capacité formelle ou informelle. Elle arriva à la dernière ligne et se figea. Signé. Emory Lynn Tilson, directrice du Trust, ISS est la fille de Paul, celle que Suzanne avait un jour qualifiée de gamine avec des contrefaçons de créateur lors d'un dîner, assez fort pour que tout le monde l'entende. La même fille qu'elle n'avait pas invitée à son mariage. La même fille qui s'était présentée quand même dans un blazer gris et une fureur tranquille et qui avait serré Paul dans ses bras comme si elle savait déjà. Suzanne l'avait considérée comme insignifiante. Il s'est avéré qu'elle avait étudié et attendu. Le nom résonnait dans ses oreilles. ISS. Paul en parlait de temps en temps. Mon petit bunker, avait-il plaisanté une fois. Au cas où le monde déciderait d'imploser. Maintenant, c'était réel. Une entité juridique à part entière, gérée par une femme qui ne devait rien à Suzanne et qui se souvenait de tout, elle recula en trébuchant et s'assit sur les escaliers. Le bois froid pressait contre son dos alors qu'elle fixait la lettre, les pages flottant comme des ordres d'exécution. ISS, ce n'était pas juste un trust, c'était une armurerie et elle avait été désarmée. Le téléphone sur la table vibra. Un texto de Dylan. J'ai reçu l'avis. C'est blindé aussi. On peut essayer de contester, mais ce n'est plus un jeu de salle d'audience, c'est de l'architecture d'actifs. Ses doigts planèrent au-dessus des touches. Elle tapa, effaça, tapa à nouveau puis jeta le téléphone à travers la pièce. Elle essaya de se lever, glissa, se rassit. Pourquoi? Que faire quand tout ce que vous appeliez vôtre n'a jamais été à vous du tout? Pas l'argent, pas la réputation, même pas le nom. Paul ne l'avait pas seulement effacé de sa vie, il avait réarchitecturé les fondations en dessous et elle n'était même pas une note de bas de page dans la nouvelle version. Elle était un fantôme légal, non reconnu, malvenu, inutile. La maison était de nouveau silencieuse, mais cette fois ce n'était pas paisible. C'était vide. Pas le genre de vide qui vient de l'absence, le genre qui vient d'être lentement et expertement vidé de l'intérieur. Suzanne retourna dans le bureau. Ses talons claquaient faiblement contre le parquet que Paul lui-même avait installé. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant. Le savoir-faire, la précision, la façon silencieuse dont les planches s'emboîtaient sans protester. Maintenant, l'air sentait différemment, moins la lavande et le bois de teck, plus comme le souffle vicié de quelque chose qui avait pris sa dernière expiration. Le bureau était vide. Chaque document, chaque dossier, chaque morceau de papier qui encombrait autrefois sa surface comme des confettis de leur empire partagé, disparut. Même le sous-main en cuir avait été enlevé. Pas de désordre, pas de drame, juste l'absence. Ses doigts effleurèrent la poignée du tiroir par habitude. Elle l'ouvrit lentement, vide, à l'exception d'une chose, collée à l'intérieur, délibérée, centrée, attendant. C'était un seul post-it jaune. Ses yeux se fixèrent sur l'écriture. Cette écriture cursive, serrée, délibérée, le genre que Paul utilisait quand il voulait que chaque lettre atterrisse comme une signature. Il était écrit: tu n'as pas épousé un entrepreneur, tu as épousé une contingence. Son souffle se coupa. Elle resta figée, le lisant encore et encore comme s'il allait changer, comme s'il y avait une version de la réalité où cette note n'était pas le mot de la fin. Elle ne criait pas, elle ne se moquait pas, elle ne jubilait pas, elle était simplement, sans excuse, terminée. Elle tendit la main pour l'arracher, mais sa main tremblait parce que c'était la dernière chose qu'il lui laisserait jamais. Et contrairement à la maison, au compte ou au nom, elle ne pouvait pas être révoquée. C'était à elle maintenant, gravé dans l'encre, dans la mémoire. De l'autre côté de la ville, dans un dîner qui utilisait encore des sucriers en verre et servait un café épais comme de l'huile, Paul était assis en face d'Emory, sa fille et maintenant sa directrice. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus d'eux. Pas de musique, juste le doux cliquetis des assiettes et le vrombissement occasionnel du réfrigérateur derrière le comptoir. Emory remuait son thé avec un calme mesuré, le regardant attentivement. Paul ne parlait pas beaucoup, n'en avait jamais eu besoin. Pas avec elle. La serveuse lui versa plus de café. Il la remercia tranquillement. Puis, d'une main ferme, il plongea la main dans la poche de son manteau, sortit une simple alliance en or et la plaça dans le porte-serviette. Juste comme ça. Pas de mots, pas de fanfare, juste parti. Emory ne demanda pas pourquoi. Elle n'en avait pas besoin, elle tendit simplement la main sur la table et tapota 2 fois sa tasse de café. Un signal, une clôture.
De retour dans le bureau, Suzanne s'affaissa dans la même chaise que Paul avait quittée des semaines auparavant, celle où elle exigeait des signatures, du contrôle, de la validation, celle où elle avait pensé que le pouvoir résidait dans le papier et l'encre et les menaces chuchotées autour de verres de vin. Maintenant, il ne restait plus que l'écho. Elle regarda la note une dernière fois. Tu n'as pas épousé un entrepreneur, tu as épousé une contingence, pas de tribunaux, pas de confrontation, pas de grande vengeance, juste de la préparation. Et maintenant, l'exécution.